J'avais déjà dans ma tête le projet de partir dans un pays arabo-musulman. En l'occurrence, ça a été l'Égypte. La personne est quand même revenue en arrière. En Égypte, il est resté 3 semaines. Ouais, bon, bah, c'est pas grave, il est resté un petit peu quand même. En fait, c'était juste pour dire que Vous décidez effectivement de devenir un très grand érudit, et là vous allez partir donc en terre musulmane, en Arabie Saoudite, puis après en Égypte pour étudier et pour apprendre surtout. D'abord en Égypte et ensuite et après en Arabie Saoudite, effectivement, donc pour étudier et pour surtout apprendre l'arabe. Et effectivement, donc vous partez avec votre compagne parce que vous devez, pour être un bon musulman et pour conquérir l'islam, donc épouser une jeune musulmane. Paris, 7 janvier 2015. Attentat de Charlie Hebdo. 2 principaux suspects de l'attaque terroriste qui a fait 12 morts au siège de Charlie Hebdo. Une véritable chasse à l'homme est lancée et les mailles du filet se resserrent. Le prophète est vengé. Oui, non, c'est pas le prophète, leur haine, leur barbarie. Il n'y a rien à voir à l'islam. Ce sont des criminels, des barbares, tous les mots qu'on peut les qualifier. Ce sont des satans, ils ont perdu leur âme, vendu leur âme à l'enfer. L'acte des frères Kouachi n'a-t-il rien à voir dans ce avec... contexte-là, est-ce qu'on est pour ou est-ce qu'on est contre? Donc la question, c'est pas de jouer sur pour le moment c'est froid, alors on va être froid, et quand ça sera chaud, on sera chaud. Non, mais il y a un double discours là. Il y a clairement une taqiyya, il y a clairement une dissimulation. Et regarde, j'aimerais bien te dire qu'il y a une possibilité de. J'aimerais bien, je serais le premier à porter cet étendard et cette flamme olympique et universelle et dire, les gars, l'islam n'a rien à voir avec ça. Moi, j'ai envie de vous dire, si aujourd'hui la situation est telle qu'elle est, oui. Dieu merci à la démocratie, Dieu merci à la laïcité, Dieu merci à la liberté d'expression. Ce n'est pas la bataille d'Israël, c'est votre bataille, c'est la bataille de la France. Parce que c'est la même bataille. S'ils réussissent ici, et si Israël est critiqué, et pas les terroristes, eh bien si nous ne sommes pas solidaires, eh bien cette peste du terrorisme viendra chez vous. C'est une question de temps, elle viendra en France. Vous le pensez? Vous pensez que ce conflit viendra en France? Mais c'est déjà le cas. Ça bouge parce que s'il est perçu que ça marche, s'ils peuvent viser des sociétés et faire en sorte que ces sociétés soient critiquées, ils savent que l'argumentation morale d'Israël ne sera défaite. Salut à tous. J'ai une information hyper importante à vous dévoiler. Et le plus grave, c'est que l'information est connue des médias français, de la plupart des journalistes politiques. Mais, étonnamment, ils n'ont pas voulu la creuser, ils n'ont pas voulu l'exposer, ils n'ont pas voulu aller plus loin. De quoi s'agit-il? En résumé, le Bataclan et l'Hypercacher ont été revendus juste avant l'attentat par 2 hommes installés en Israël. Rendez-vous compte, la même année, en 2015, 2 attentats se sont produits dans 2 lieux emblématiques, le Bataclan et l'Hypercacher, le Bataclan le 13 novembre 2015 et l'Hypercacher le 9 janvier 2015, et ces 2 lieux ont été revendus très peu de temps auparavant par leurs propriétaires. 2 mois avant pour le Bataclan, par son propriétaire dénommé Joël Tuitou, après 40 ans de propriété, et la veille de l'attentat de l'Hypercacher, donc le 8 janvier 2015, par son propriétaire, Michel M. Salem. La même année donc, 2 hommes ont revendu, se sont débarrassés entre guillemets de leur lieu de commerce, opportunément, très peu de temps avant l'attentat. Et rappelez-vous, dans ma précédente vidéo, je vous avais révélé que dans les poches de Hamedi Koulibaly, le terroriste de l'Hypercacher, on avait retrouvé de l'argent sur lequel figurait l'ADN d'un Israélien. Avec Johan Pérez. Johan, bonjour. Bonjour, enchanté, merci beaucoup de me recevoir. Johan qui est l'auteur avec Camille Salomon d'un livre qui s'appelle Hyper Héros et qui est une enquête inédite sur l'attentat de l'Hypercacher. Johan, le livre est sorti hier, a raconté, parler donc de l'histoire de ce fameux homme à la casquette. Comment vous-même vous êtes arrivé à lui, Johan? Alors, la chose, elle s'est faite de façon un peu différente. J'ai reçu un mail d'une personne qui me disait « J'ai besoin de parler, j'ai lu ce que vous avez fait et j'ai besoin d'échanger avec vous ».
Alors au début, je me suis dit, bon, ok, qu'est-ce qui se passe, etc. J'ai rencontré cette personne, c'était assez compliqué. Et puis il a commencé à me raconter son histoire. J'ai essayé de faire des regroupements pour voir si ce qu'il me disait était un peu concret, réel, etc. Et c'est vrai que un certain nombre de vidéos, on le voit, ça a même fait quelques petites polémiques, des petites choses comme ça. Et après, j'ai compris sa démarche. Et j'ai compris que pendant un moment, ça a été une démarche de son background. C'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait fait l'armée en Israël, c'était quelqu'un qui avait fait ceci. Il avait la possibilité de se sauver. Et il a fait un choix entre se dire est-ce que je reste ou est-ce que Cette enquête a suscité de nouvelles questions. Vous parlez par exemple de l'arrivée des Kouachi. Ils ne sont pas 2, ils sont 3. Alors, là, il y a plusieurs personnes. Non, il y a plusieurs témoignages. Non, pas du tout. Non, mais... Je vous ai lu. Non, mais... Oui. Non, c'est pas ça. Il y a donc le comédien et l'habilleuse donc, de la Comédie Bastille, ainsi qu'un ouvrier qui travaillait sur un chantier tout proche, qui a vu 3 personnes sortir de la voiture, un qui conduisait, et puis les Kouachi, les 2 frères Kouachi. Il n'y a pas que ça. Un des policiers de la BAC a dit qu'il avait vu sortir 3 personnes. Ensuite... On parle d'un homme en scooter aussi. Le matin même des attentats, il y a un exercice théorique. Tout à fait, il y a un exercice, qui est organisé. Il y a un exercice des forces de secours, hôpitaux, pompiers, SAMU, qui prévoit un attentat multisite, 13 lieux de fusillade, 66 morts. Donc il y a vraiment une prise de conscience chez les pompiers, notamment qu'on va vivre des attentats identiques à ceux qui ont eu lieu, avec plusieurs commandos, plusieurs attaques, des kamikazes. Et donc, ils travaillent en faisant ce scénario virtuel, qui est sur écran, pour savoir s'ils disposent des moyens. Il y a aussi, dans votre livre, la phrase prémonitoire de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, qui, en toute fin de journée, il s'adresse au préfet de police de Paris, il a une espèce d'intuition. Il lui dit quoi? Il dit, je crois qu'il va y avoir des attentats et qu'il y aura 130 morts. Et le préfet de police nous a confirmé, effectivement, il a dit ça dans sa voiture l'après-midi. Alors là, je suis mort de rire. Ça fait des années qu'on n'a pas entendu parler de Daesh, et là, t'as le journal Le Figaro qui vient nous dire que Daesh appelle les jeunes musulmans à commettre des attentats en France, soi-disant parce qu'il y aurait un génocide à Gaza. Je pense qu'on nous prend vraiment pour des idiots, quoi. Daesh, on les a pas entendus depuis des années, et comme par hasard, au moment où Bibi Netanyamerd n'est pas content, justement parce que la France va reconnaître lundi prochain l'État de Palestine, et donc il n'y a aucun intérêt à essayer de faire un attentat ou quoi que ce soit pour Daesh, puisque ça va dans leur sens, eh bien là, ils débarqueraient pour nous dire « Oui, le génocide à Gaza, nanani, nanana, ça fait des années que ça se passe comme ça et on vous entendait pas, les gars. » Donc je pense, moi, franchement, si c'est pas Bibi Netanyamerd qui est derrière ça, franchement, je sais pas ce que c'est. Parce qu'on les a pas entendus du tout. Et comme par hasard, dès qu'on va reconnaître l'État de Palestine, ce qui embête bien Netanyamerd, eh ben, il faut semer le chaos en France, les jeunes musulmans, nanani, nanana. On nous prend pour des cons. On nous prend vraiment pour des cons. Qui arme également Daesh? Franchement, on nous prend pour des cons. C'est pas Daesh, ça c'est pas un message de Daesh, j'ai ma petite idée de qui se cache derrière, et c'est pas des musulmans, les gars, moi je vous le dis. Oui, j'accuse Monsieur Macron de mettre à mort les Juifs de France. Bien oui, parce qu'il sait très bien qu'en reconnaissant cet État de Palestine, les Juifs de France seront stigmatisés, toujours comme ils le sont déjà depuis pas mal de temps avec Israël. Il sait très bien qu'Israël ne reconnaîtra pas l'État de Palestine, ce qui veut dire que les Juifs de France, on va de plus en plus les agresser. Et dans les heures qui ont suivi, Meir Habib a fait un communiqué pour faire un lien, là aussi très étonnant, entre l'attentat et la reconnaissance de la Palestine. Souvenez-vous, un mois auparavant, le 2 décembre 2014, le Parlement français avait donc adopté une résolution appelant à la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Et dans son communiqué, Meir Habib, en gros, accuse la France d'être devenue laxiste à cause de ce genre de résolution, et donc dit que la France n'est pas assez ferme contre les islamistes, les terroristes, et ce qui s'est passé ce jour-là, le 7 janvier 2015, est une conséquence, finalement, du laxisme français
par rapport aux islamistes, par rapport aux pro-palestiniens de manière générale. Et là, nous avons encore une fois la même signature. Nous avons Meir Habib qui se greffe sur ces deux événements, l'affaire Charlie et l'affaire Kirk, pour y imposer un narratif, à savoir que la France, pour le coup, pour Charlie, était donc en danger à cause des islamistes, qu'il fallait donc être ferme, et que pour l'affaire Kirk, c'est l'Occident, les États-Unis, qui sont en péril à cause de l'extrême gauche. L'extrême gauche qui, pour bien sûr Meir Habib... Donc il n'est pas l'heure du cessez-le-feu que demande la communauté internationale, avec le président Macron notamment. J'ai parlé avec le président Macron et j'ai été extrêmement déçu. Il nous a soutenus au début de la guerre, mais petit à petit, j'ai vu qu'il changeait de position et qu'il prenait des positions qui sont contre nos intérêts communs, les intérêts des sociétés libres. Il a mis un embargo sur Israël. Israël menace la France. Si jamais il y a une reconnaissance de l'État palestinien, Israël ne restera pas les bras croisés et la réponse principale sera étendre la souveraineté juive. Donc aujourd'hui, on va espérer que la France se ressaisisse. Je vais transmettre le message que m'a donné Netanyahou à Emmanuel. Alerte générale. Tu réalises ce que ça veut dire? Israël menace carrément la France. Oui, t'as bien entendu. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a prévenu Paris, si la France reconnaît officiellement l'État de Palestine lundi prochain, alors Israël promet une réponse forte. Parmi les mesures envisagées, la fermeture pure et simple du consulat français à Jérusalem. Mais pire encore, avait appelé à faire flotter le drapeau palestinien sur les mairies le 22 septembre, jour où Emmanuel Macron doit reconnaître l'État de la Palestine. De nombreux maires, principalement socialistes, ont annoncé soutenir sa proposition. C'est le cas notamment de celle de Nantes, Johanna Roland, et celui de Saint-Ouen, Karim Bouhamran. La commune, c'est l'échelon démocratique de base de la République. Je le ferai sans détour. Je mettrai le drapeau de la Palestine, mais aussi... Cette information inquiétante, l'État islamique qui appelle à des attaques solitaires en France en représailles à la guerre de Gaza. Voilà ce que nous apprend nos confrères. Au moins la reconnaissance de l'État palestinien, ça sert à quelque chose. Ouais, ils ne sont pas reconnaissants envers le président de la République. Visiblement non. Alors abject document de propagande que les autorités bien évidemment vont devoir analyser en détail. C'est dans le dernier numéro de la revue de l'État islamique que le Figaro a pu obtenir qu'il y a cet appel des musulmans monothéistes à tuer par tous les moyens les chrétiens et les juifs en France. Timothée Boutry, avec Jean-Michel Descugis et Jérémy Famelet, vous avez d'abord révélé cette affaire dès le 4 août, avant de signer un papier plus long le 27 septembre. À ce moment-là, vous avez donc des agents de la DGSE qui veulent éliminer une coach d'entreprise hypnotiseuse installée à Créteil, avec un commanditaire très mystérieux, tout ça dans le cadre d'une opération clandestine de la République, selon les personnes qui ont été interpellées. Ça semble presque improbable, non? Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Le scénario est incroyable, alléchant évidemment, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'éléments troublants et que certes les services sont capables de beaucoup de choses, mais sur le territoire national c'est déjà plus surprenant. À la fois, on a des pros, mais un énorme amateurisme. Voilà, une voiture qui est très mal maquillée, des agents qui patientent manifestement. Celui qui avait été retenu, c'était celui d'une exécution à la sortie de chez elle un matin. Pourquoi ils voulaient s'en prendre à elle? On leur a dit que cette femme était au service d'une puissance étrangère et que donc elle faisait du tort à la France et donc que les services, dans le cadre de cette mission Homo, souhaitaient la supprimer. Ils croyaient qu'elle travaillait pour le Mossad, les services secrets israéliens. En tout cas, c'est ce qu'on leur a dit. Je ne sais pas s'ils le croyaient vraiment, mais en tout cas, c'est comme ça que c'est présenté et c'est comme ça qu'ils le retranscrivent.